Là, il n'y a plus de vote à aller chercher. Je vais peut-être être bête comme mes pieds. Ça va être incroyable. Bonjour tout le monde. Un plaisir d'être ici ce matin. Quelques petites choses à vous dire. Dans un premier temps, je veux confirmer, sans surprise bien sûr, la nomination de Claude de Bellefeuille à titre de whip du caucus, de la députation du Bloc québécois, bien sûr, compte tenu de l'excellence de sa prestation pendant la législature précédente, ce dont personne n'aurait douté. Ça allait de soi. Il en va de même pour notre suave, aimable, doux et gentil Alain Terrien, qui sera de nouveau le leader du Bloc, parce que, vous savez, quand on veut avoir l'air doux, gentil et conciliant, il faut toujours avoir la carte cachée de celui qui pourrait ne pas l'être. Alain ayant ce talent extraordinaire, mais ayant fait un boulot énorme pendant la législature précédente, il allait de soi que je ne veuille pas éloigner d'1 centimètre ce collaborateur précieux qui, à travers tout ça, est devenu un grand chum en plus. Et là, il y a un petit changement, il y a comme une inversion. Marie-Hélène Gaudreault sera la présidente du caucus du Bloc québécois, fonction que, de facto, elle occupait en grande partie depuis un bon moment parce qu'on était souvent en virtuel. Je peux aussi vous dire que Marie-Hélène Guil demeurera whip adjointe, que Christine Normandin demeurera leader adjointe, et Louis Plamondon, pour continuer à offrir sa grande sagesse et ses anecdotes truculentes à tout le monde et à Marie-Hélène, sera président de caucus ou vice-président de caucus. On comprend que Louis Plamondon n'a pas besoin de titre pour être une institution. En ce qui a trait aux élections, on n'en sait pas beaucoup plus qu'on en savait. On n'est ni rendu aux célébrations, ni rendu à quoi que ce soit d'autre dans le commentaire. Le processus se poursuit. Qu'ils prennent le temps qu'il devra prendre pour être sûr que tout sera fait dans les règles et dans le respect le plus absolu de la loi. Conséquemment, aujourd'hui, il y a des décomptes qui se poursuivent, il y a des circonscriptions qui n'ont pas encore les résultats finaux et, bien sûr, nous sommes tous assez curieux de voir comment va s'être déroulé le vote postal. Il y a des paquets qui ont été envoyés pour que les gens puissent procéder. On ne sait pas combien ils les ont retournés, donc on ne sait pas combien il y en a à dépouiller. Mais on ne peut pas anticiper le résultat ou l'impact sur les résultats tels que connus à l'heure actuelle. Finalement, le fait qu'on ne sache pas encore ce qu'est le résultat final de l'élection ne doit pas nous empêcher de nous mettre en action. Il y a des enjeux particulièrement importants et on veut bouger tout de suite. Dans un premier temps, comme je l'avais signifié durant la campagne, dans les prochains jours, les appels seront faits à tous les chefs de parti représentés à ce titre à la Chambre des communes pour avoir une rencontre à court terme, une rencontre qui sera quand même privée à la base et qui devra permettre d'aborder ce que sont les enjeux et, dans une certaine mesure, l'approche à adopter en vue que le Parlement fonctionne, et j'irais jusqu'à dire fonctionne le temps de son mandat. S'il y a une chose qui apparaît claire au lendemain de l'élection, c'est qu'elle ne devait pas avoir lieu et les gens ont décidé de ne pas décider autre chose que ce qui avait été décidé. Alors, on doit continuer et on doit, j'espère, en avoir tiré une leçon. Ce n'était pas le choix du Bloc, bien sûr. On était hostile à cette idée. J'espère que ceux qui sont à l'origine de ce choix sauront en prendre la graine. J'ai parlé avec le premier ministre Legault hier, un bref moment. Évidemment, les priorités du premier ministre vont demeurer santé et immigration, ce dont nous nous ferons des porteurs importants parce qu'on est tous à la même place et il y a des consensus larges à l'Assemblée nationale du Québec en de telles matières. J'ai aussi parlé avec le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, conversation assez longue et très cordiale, ma foi, sympathique monsieur. J'espère qu'il m'a trouvé sympathique lui aussi. Et on a aussi parlé beaucoup de transferts en santé. Le Bloc québécois propose en conséquence, on est déjà en train de faire des propositions, mais on n'est pas en campagne électorale, on propose en conséquence que le premier ministre organise très rapidement un sommet sur le financement par le fédéral des soins de santé dans les provinces, dans la foulée de la demande des provinces qui est antérieure à l'élection, avait fait d'avoir une augmentation à hauteur de 35 % des coûts de système de santé des provinces, commençant donc par un 28 milliards immédiatement. Et cette demande-là devrait être l'objet d'une discussion immédiate.
Je présume que le premier ministre a bien compris qu'il n'a pas du tout reçu mandat de s'obstiner dans sa volonté d'empiéter sur les juridictions du Québec et des provinces en matière de santé, comme en matière d'infrastructure, comme en toute espèce de matière. Donc, je l'invite à organiser ce sommet. Et dans cet esprit-là, bien sûr, la collaboration du Bloc québécois lui sera acquise. J'espère enfin que le Parlement sera rappelé rapidement. Il y a des choses qu'il a lui-même dites être urgentes. L'urgence dans une démocratie, ça se règle dans l'institution démocratique. Et une telle institution, c'est bien sûr le Parlement à rappeler très rapidement. Merci. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Je rappelle une question de suivi par journaliste. Nous débutons avec la première question de Jacques Bissonnet, Radio-Canada. C'est bon. Jacques Bissonnet, donc Radio-Canada. Bonjour, M. Blanchet. Bien, bonjour. J'aimerais revenir sur votre campagne et sur le fameux débat en anglais, hein, et la question pour le moins controversée qui vous a été posée. Il y a eu un effet d'entraînement à la suite de cette question-là, à la suite de cet événement-là. En fait, c'était bon pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois, pardon. Est-ce que c'est pas un peu décevant de voir que ça n'a pas eu l'effet escompté finalement? C'est pas ça finalement la grande déception de votre campagne? Mais en fait, ce narratif, ce récit n'est pas le mien. Il ne l'a jamais été. Je peux le dire, on est très loin d'une prochaine élection. Je peux le dire avec un grand sourire que l'appareil média peut créer ses propres récits. Nous, on n'a jamais dit ça. On a dit, écoutez, c'est une insulte grave à l'endroit des Québécois. Les Québécois réagiront en conséquence. Puis les politiciens de l'Assemblée nationale du Québec, politiciennes aussi, parce que Mme Anglade a rapidement réagi aussi, ont également commenté cette question qui n'en était pas une. Mais je n'en suis pas responsable. Et ça a bien sûr défrayé la manchette pendant plusieurs jours, mais je n'accrédite mais pas du tout cette idée qu'avant cet événement-là, la campagne allait donc pas bien, puis après cet événement-là, la campagne allait donc bien. C'est une fabrication complète. À la fin de la première semaine, notre campagne allait déjà merveilleusement bien. Et après ça, à peu près dans chaque question, il y avait le mot arrogant, juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner comme commentaire. Ce à quoi j'ai dû m'adapter, bien sûr, en me disant, il y a peut-être du vrai là-dedans. Toute cette réflexion-là va prendre par expérience, puisque c'est ma deuxième campagne comme chef, des semaines, sinon des mois. Il faut s'adapter, il faut apprendre à vivre avec cette réalité-là. Mais on avait une campagne qui, de toute façon, allait fort bien. Notre plateforme était déjà déposée. On faisait des propositions à tous les jours. On était sur le terrain, 4 fois plus présent que n'importe qui d'autre, forcément, puisque je n'occupais que le terrain québécois. Ça a été un événement important qui a sûrement provoqué une certaine indignation. Le reste, quant à son poids réel, il est peut-être spéculatif. En suivi? Vous êtes rendu à 34 peut-être sièges actuellement, là. On verra les résultats. Comment vous pouvez qualifier votre performance? Parce que c'est pas beaucoup plus qu'avant, qu'en 2019, quoi. Est-ce que c'est la victoire que nous espérions? Pas tout à fait, non. Est-ce que c'est une victoire? Oui. Le 34, pour l'instant, je ne le commande pas. Il y a des circonscriptions pour lesquelles les résultats sont encore extraordinairement serrés, alors que dans la plupart des autres, les écarts se sont creusés, que ce soit pour n'importe quel parti politique d'ailleurs. Il y a encore des circonscriptions où c'est très serré, donc je ne me permettrai pas de commenter sur le nombre de députés qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Si j'avais commencé la campagne en disant « Ah, mais moi, mon objectif, c'est de garder le même nombre », vous auriez passé la campagne à me dire que j'ai donc pas d'ambition. Si j'avais dit 2, vous auriez dit « Ben, c'est bien pas gros ». J'aurais dit 4, vous dit « Ouais, c'est moyen ». J'ai dit 8, ben c'était bien trop. Les libéraux voulaient être majoritaires. Ça ne leur a rien donné. Les conservateurs, à un moment donné, se disaient « Ouh, ça va être nous le gouvernement ». Ça ne leur a rien donné. Le NPD a gagné un siège. C'est une élection qui ne devait pas avoir lieu parce qu'elle a dérangé beaucoup de monde pour rien dans un bien mauvais moment, dont une pandémie et le cœur de l'été. Merci. Un plaisir. Prochaine question. Marco Belair-Cirino de Le Devoir. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. Donc, pourquoi votre objectif, qui est devenu un rêve en cours de campagne, de faire élire Inexact. 40... Je n'ai jamais dit le mot objectif. Non? Non. Pourtant, il y a des citations qui circulent. Oui, ça c'est comme les avec le mot citations qui objectif. disaient que j'appuyais le troisième lien. Personne ne l'a jamais trouvé, cette citation-là. OK. Donc, il n'y a jamais eu d'objectif. Non, de on faire élire. avait le Il y a désir eu de ça. un rêve, un oui, désir. écoutez, je me suis peut-être même réveillé une nuit en disant 43, là. Mais Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé, selon vous? beaucoup de raisons pour lesquelles il faudra beaucoup plus que 48 heures.
participation déficiente, intérêt déficient, élection qui ne devait pas avoir lieu. Quand tu dis aux gens, on va poser les gestes pour changer quelque chose alors qu'ils n'ont pas la volonté de changer quelque chose, ça se peut qu'ils confirment qu'ils ne changent pas quelque chose. C'est un peu mon intuition. Les gens regardaient ça fonctionner, ils n'ont pas fait le constat que ça ne fonctionnait pas. Puis là, on leur a dit, ça ne fonctionne pas, tu peux-tu faire ça pour que ça fonctionne? Ils ont dit, non, non, ça fonctionnait déjà. Et ils ont, comme collectivement, gardé ça comme ça. Une des conclusions que je peux me permettre de tirer, par contre, c'est qu'on vient, encore une fois, d'écouter la majorité aux libéraux. J'espère qu'ils y apprendront quelque chose. Puis, juste une précision là, avant ma deuxième question. Donc, vous n'attribuez pas... C'est une deuxième question, ça. Oui, mais de siège ou de vote à la modératrice du débat en anglais, là, sachez qu'elle n'a eu aucun impact, selon vous, dans le nombre Encore une fois, de sièges que je vous vais avez formuler obtenus. les réponses moi-même. J'ai jamais dit qu'elle avait eu aucun impact. J'ai dit ma campagne n'a pas été construite autour de ça. Et c'était en effet une deuxième question. OK, donc je ne peux pas vous demander le mandat que vous avez obtenu. Vous parlez des transferts canadiens en matière de santé que vous... Si tout le monde faisait ça, vos collègues journalistes diraient tous pourquoi j'ai pas que 3 questions, moi. OK, mais ce que je peux vous demander, si vous avez eu le mandat de défendre à Quatrième question, Ottawa... ça va être correct. Merci. Non, c'est la même question que j'essaie de répéter, mais vous ne voulez pas y répondre. Est-ce que vous avez obtenu le Prochaine mandat? question. Les règles, c'est une question, une sous-question, et même si on voulait dire, c'était pas une question, c'était un commentaire ou j'ai lu ça dans le journal le matin, ça reste une deuxième question, et par respect pour vos collègues, les règles vont être les mêmes pour tout le monde. C'est une obsession que j'ai que les règles soient pareilles pour tout le monde. Bon, ça m'a fait très bien. plaisir. De toute manière, sûrement quelqu'un d'autre va me le demander. Pierre Saint-Arnaud, la presse canadienne. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour. Ma première question, c'est la suivante. Dans un gouvernement minoritaire, le rapport de force repose beaucoup sur ceux qui détiennent la balance du pouvoir. En l'occurrence, ici, c'est vous qui la partagez avec la NPD. Comment vous évaluez le rapport de force dans une situation où on vient de sortir d'une élection dont personne ne voulait et qui vous met dans la position que l'on connaît, là, si c'est bon pour le Québec, je vote pour, si c'est mauvais pour le Québec, je vote contre. Comment pouvez-vous avoir un rapport de force et penser voter contre au risque de déclencher une autre élection et emporter l'odieux dans une situation où personne n'en veut? Ça n'a jamais été votre rapport de force. Ça n'a jamais été notre grille d'analyse. La grille d'analyse du Bloc est en effet ce que vous avez décrit. Si c'est bon pour le Québec, on le prend. Si c'est pas bon pour le Québec, on est contre. Mais en général, on parvient à faire modifier. Prenez C10, la loi sur la radiodiffusion a été virée de bord, bout pour bout, à bien des égards, par Martin Champoux en comité. Puis il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis de comité. Et là, je dis d'ailleurs au premier ministre, dépêchez-vous, ramenez-nous, on va revenir, nous autres, là, la loi sur l'assurance-emploi, 50 semaines pour les grands malades, on va revenir. La loi pour exclure la gestion de l'offre des futurs traités commerciaux, on va revenir. On va revenir avec un certain nombre de choses très rapidement. On va revenir avec la déclaration d'impôt unique. On va essayer de faire valoir un peu la vérité au lieu du délire des épouvantails dans ce dossier-là, qui est aussi l'objet d'un vote unanime de l'Assemblée nationale. Donc, on doit recommencer à travailler rapidement. Et nous autres, c'est toujours bon pour le Québec ou pas bon pour le Québec. La responsabilité d'obtenir des appuis, c'est celle du premier ministre, c'est pas la mienne. C'est celle du premier ministre de faire marcher son Parlement. Et il est dans une situation qui est singulièrement avantageuse parce qu'il y a 3 petits amis dans la classe. Il suffit qu'il y en ait un des 3 qui soit d'accord avec lui, puis il est correct. Alors, la responsabilité de faire survivre le gouvernement libéral de Justin Trudeau, soyez assurés que ce ne sera pas ma préoccupation première. Ce qui est bon pour le Québec va être bon pour le Québec. Et sinon, ce sera problématique. Nous, notre mandat n'a pas été affaibli. Il a vraisemblablement été renforcé. En suivi? Monsieur Legault a suggéré de voter pour les conservateurs pour un Parlement minoritaire, sans jamais nommer le Bloc. Hier, M. Legault a dit que les Québécois avaient donné une majorité de sièges bleus, sans jamais nommer le Bloc. Et hier, M. O'Toole a dit qu'il est le seul interlocuteur pour les nationalistes québécois, toujours pas nommé le Bloc. On a un peu l'impression parfois que vous êtes comme le membre de la famille qu'on est gêné de montrer. Comment vous expliquez ça? C'est pas des nouveaux journalistes. Comment vous expliquez ça qu'on cherche à faire comme si vous étiez pas là tout en sachant que vous C'est parce que quand je suis là, je prends trop de place. Au fond, M. Legault, quand il a dit bleu sans nommer le Bloc, il n'a pas nommé personne, il a dit bleu parce qu'il y en a 2 qui sont bleus. Il y a un jour, quelqu'un a décidé qu'il y en a un qui était bleu pâle, l'autre c'était bleu foncé. Ça, c'est pas mon affaire.
À ma connaissance, le seul des deux bleus qui a fait des gains au Québec, c'est nous autres. Ce que M. O'Toole dit être le porte-parole, je pense qu'il y a d'autres enjeux comme porte-parole à part être celui du Québec à court terme. Et pour le reste, notre travail sera simplement constructif, sans égard à ce type de considération-là. Quand on est présent dans un enjeu, et les Québécois semblent l'avoir bien vu, on occupe beaucoup d'espace. Prochaine question, Kevin Dougherty, iPolitique. Merci. Oui, bonjour. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Alors, oui, une nouvelle session qui s'en vient. Vous voulez que ça commence bientôt. C'est quoi vos priorités? Vous avez parlé de santé, par exemple. Mais il y a des lois comme C10, C12, des lois qui étaient en cours d'être adoptées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est des priorités? C'est quoi les priorités, dans le fond, pour la session? Évidemment, les priorités vont rester. Ça n'a pas été réglé. On est parti en élection en laissant un chantier ouvert sur le coin de la table en matière de transfert en santé. Le ministre Dubé et le ministre Girard à Québec avaient été singulièrement clairs. La réalité aussi, c'est que cette attitude-là du fédéral menace les provinces de deux choses l'une. Cédez-nous vos juridictions ou dirigez-vous rapidement vers une insolvabilité. C'est très grave que le gouvernement canadien menace des provinces pratiquement de faillite, alors qu'il y en a d'ailleurs qui le seraient probablement s'il n'avait pas ouvert les milliards de tout le Canada pour les sauver. Donc, les transferts pour les soins de santé puis pour le traitement de nos aînés en santé vont rester une priorité. L'amélioration des conditions de vie des aînés aussi va l'être. On comprend qu'il y a une promesse de chèque, mais on ne peut pas gouverner un pays en disant « si vous votez pour moi, je vous envoie un chèque ». À un moment donné, ça finira plus. On va l'aborder aussi avec tous les autres dossiers qui existent, dont l'immigration, les travailleurs étrangers que Québec veut aborder plus directement. Moi, dès qu'on me dit on veut plus de pouvoir à Québec, étant convaincu que le Québec est capable de tout faire, tout bien faire, tout mieux faire et tout faire juste pour le Québec, je suis pas mal toujours partant. Donc, il y aura ça aussi. Et il y aura les dossiers d'environnement, il y aura les dossiers de transition, il y aura les dossiers, évidemment, des autres aspects de la santé. Il y aura le dossier des 50 semaines et de la réforme globale de l'assurance-emploi. Et je veux dire que cette fois-ci, moi, je suis optimiste que le gouvernement va durer. Et lorsqu'on va arriver à cette espèce d'équation simpliste de est-ce qu'on va faire tomber le gouvernement ou pas faire tomber le gouvernement, moi, je vais plutôt arriver avec des invitations à prendre un café. Okay? Demande-moi pas si je vais faire tomber le gouvernement ou pas. Viens prendre un café avec mon leader, là. On va se parler, on va trouver des solutions, on va arriver à quelque chose. Parce que refuser d'arriver à quelque chose avec un interlocuteur de bonne foi, ce que nous avons notoirement été, ben, tu te plantes. Fait que, si tu veux pas te planter, prends l'appel d'Alain, on va s'organiser un lunch, on va régler des affaires. Et je pense que c'est comme ça que les Québécois et les Canadiens veulent qu'on gère le Parlement. OK. Deuxième question. Il y a un premier ministre autonomiste. Vous n'êtes pas autonomiste. Non, j'aime même pas le mot. Vous avez dit ça, oui, vous n'avez pas le mot. Alors, ce premier ministre autonomiste vous voit comme un allié. Il parlait de majorité bleue. Comment vous allez dealer avec... Lui, il dit que, bon, là vous voulez l'indépendance, mais c'est pas là, ça, à ce moment. Et lui, demain après-midi. Demain après-midi. Mais là, entre-temps, son idée, c'est l'autonomie, donc on fait des gains à l'intérieur du Canada. Et c'est un peu votre agenda aussi. Si vous voulez garder le gouvernement actuel en place pendant 4 ans, c'est pas la même chose, un peu? En fait, permettez-moi une analogie au hockey. Le défenseur peut se porter à l'attaque largement, mais il n'ira pas se planter en avant du goaler de l'autre équipe. Nous autres, on va aller se planter en avant du goaler de l'autre équipe parce qu'on veut se rendre plus loin, parce que c'est ça notre vision, parce que c'est ça notre mandat. Pas notre mandat comme électeur, mais notre mandat comme parti. Les Québécois savent que je suis indépendantiste, que le Bloc est indépendantiste. On est conscient que il n'était pas question de dire on va aller faire l'indépendance à Ottawa, donc on est un peu dans l'attente de ce qui va se passer à Québec, ce qui pourrait beaucoup nous intéresser dans un an d'ailleurs. Dans l'intervalle, oui, il y a des... Vous savez, pour moi, le nationalisme, on va utiliser le nationalisme, parce que pour moi, dans le mot autonomie, il y a beaucoup trop d'eau. Tu sais, il y a comme c'est un peu dilué, la sauce est un peu diluée. Le nationalisme est applicable dans tous les cas d'espèce. Il y a même des gens qui sont ailleurs dans le monde, nationalistes résolument, puis qui ne sont pas des indépendantistes, puis qui ne sont pas obligés d'être des indépendantistes. Le nationalisme, pour moi, c'est l'accumulation de juridictions qui font la démonstration que le Québec fait mieux pour le Québec que l'autre nation ne ferait pour le Québec. Et dans ce sens-là, c'est clair que M. Legault et l'Assemblée nationale du Québec ont un allié avec le Bloc québécois. Puis, c'est le fun, un allié un petit peu plus fort qu'il l'était. Et je dirais plus fort par le nombre, mais beaucoup plus fort par l'expérience. Merci. Merci. Ceci met fin à la conférence de presse. Ça fut un plaisir. À bientôt.